L'autorité de santé veut un accès gratuit à la transition de genre à compter de 16 ans. Alors attention, je mets un bémol parce que c'est un projet de recommandation pour l'instant. C'est-à-dire que c'est pas fait. C'est même en phase de relecture, comme on dit. Mais bon, voilà, c'est paru chez vous, dans le Figaro. C'est Paul Sugy, hein, qu'on connaît bien sur notre antenne, qui signe le papier. Mais bon, et qui nous dit, dans son chapeau, il dit, là où subsistent de fortes interrogations en Europe, les experts français, eux, ils vont complètement à rebours et ils s'apprêtent à préconiser la gratuité de ces services. Il se trouve, Olivier Vial, que vous êtes intéressé à tout ça. On va voir les réactions politiques, évidemment, que ça suscite, parce que des bouleversements sociétaux de ce genre, forcément, ça a à voir aussi avec le législateur, avec le politique. Vous aviez fait un fascicule au CERU en 2021 qui s'intitulait « Des trans, les Cassandres de la communauté trans ». Et vous êtes intéressé à ça? Oui, parce qu'en fait, à l'époque, on commençait à avoir en 2021 déjà beaucoup de jeunes qui avaient fait des transitions et qui regrettaient les transitions. Et on s'aperçoit que ce phénomène-là était nouveau en France, mais qu'il n'était pas nouveau dans les pays qui ont été pionniers. L'Angleterre, la Suède, le Danemark. Et dans tous les pays qui ont été pionniers sur les transitions de genre, pas des mouvements conservateurs, mais des médecins, des chercheurs qui ont accompagné des personnes qui faisaient des transitions de genre, nous ont dit attention, il faut mettre un moratoire parce qu'on est sans doute allé beaucoup trop loin et on a sans doute diagnostiqué des gens en dysphorie de genre, donc pour les accompagner vers des transitions alors qu'ils n'étaient pas atteints de ce trouble-là. Et petit à petit, on a vu effectivement, d'ailleurs, se développer en quelques années, on a des taux de plus de 2000%. Dans les pays qui ont... On voit qu'il y a une croissance exponentielle, ouais. Vous dites dans votre... En fait, il y a plus de 2000, dans tous les pays qui ont vraiment étudié les cohortes, c'est plus de 2000%. Et on s'aperçoit que ce qui était avant quelque chose d'assez équilibré entre les garçons et les filles, aujourd'hui, c'est les jeunes filles. Il y a plus de 75% qui engagent des transitions. Et on a effectivement des cas très particuliers parce que... quand on va très précocement donner des hormones, ça a des conséquences. Quand on commence à faire des opérations, ça a des conséquences qui sont irréversibles. Et notamment, on a le cas qui a été un cas majeur, c'est un cas d'une jeune Anglaise qui avait fait une transition de genre et qui a fini par attaquer l'État anglais et l'hôpital qui l'a fait, ce qui a eu comme conséquence que l'Angleterre a arrêté les transitions de genre chez les mineurs, parce qu'elle dit, et elle a raison, qu'on ne peut pas demander à un mineur de 14 ou de 16 ans d'être consentant à des questions sur lesquelles elle n'a pas de réponse. Ouais. On leur demande, est-ce que vous êtes prêts à ne pas avoir une sexualité normale? Parce qu'effectivement, quand on a fait une transition avec les opérations, c'est plus comme avant. Est-ce que vous êtes prêts à ne pas avoir d'enfants? Eh bien, ces deux questions, quand on les pose à des jeunes qui ne se sont jamais posé ces questions-là, à 14 ou 16 ans, eh bien, effectivement, on n'a pas un consentement éclairé. Ce que je trouve terrible dans votre étude, et après je ferai réagir les uns et les autres, bien sûr, c'est que vous dites la dysphorie de genre se propage par contagion chez les jeunes. Comme si, alors que c'est complètement à rebours de ce qu'on essaie de nous apprendre, c'est-à-dire que il y aurait des choses qui seraient innées et qu'on ressentirait dans sa chair et contre lesquelles on ne pourrait pas aller. C'est ça qui préside à la logique de la transition de genre. Ça. Mais là, vous dites qu'il y a une contagion. En fait, c'est là et c'est pour ça que d'ailleurs les spécialistes nous disent attention, la vraie dysphorie de genre ne se propage pas par contagion, mais aujourd'hui on fait des faux diagnostics parce qu'on s'aperçoit qu'il y a beaucoup, notamment de jeunes filles, qui sont prises en charge par des mouvements activistes qui leur disent, notamment quand elles ont des penchants homosexuels, en leur disant vous n'êtes pas homosexuel, vous êtes trans, prenez des hormones. Et sur les réseaux sociaux, il y a de plus en plus de TikTokers qui sont trans ou qui proposent des traitements hormonaux qu'on peut trouver très facilement sur Internet. Mais pourquoi font-ils ça, Van Sedberg? Pourquoi un tel prosélytisme transgenriste? Et d'ailleurs, au point que quand on écrit des ouvrages, je pense à Transmania, bien sûr, de Ramuto et Margaret Stern, qui vilipendent tout ce phénomène, elles se font attaquer et menacer dans la rue pour oser écrire ça, quoi. Moi, la première chose qui me vient à l'esprit quand on parle de dysphorie de genre, c'est évidemment la psychiatrie. Je pense qu'effectivement, en médecine, la psychiatrie, c'est bien la science la plus incertaine. Il est éminemment difficile en psychiatrie de poser un diagnostic. Alors je m'interroge comment ces experts en psychiatrie arrivent à poser des diagnostics sur des jeunes de 16 ans dont la maturité intellectuelle, psychique et psychologique n'est pas arrivée à son terme. Je m'interroge vraiment
sur... Alors, Malheureusement, d'ailleurs, il y a de moins en moins de psys dans les commissions, il y a de plus en plus d'associations. Donc, c'est même plus les psys qui... C'est pas des experts Il y a des experts, mais en tout cas, dans la durée, en fait, il faut surtout suivre les gens dans la durée. Et l'idée des associations, c'est de considérer comme une violence le fait de dire à un jeune, c'est pas tout de suite, attends. Simplement le fait de dire attends, et si vraiment dans 2 ans tu veux toujours faire ta transition, on t'accompagnera. C'est considéré par beaucoup d'associations comme une violence, simplement de demander d'attendre. Il faudrait un temps incompressible de réflexion. Voilà. Ce qui est important de préciser, c'est que l'Organisation mondiale de la santé ne considère pas qu'il s'agit là d'une pathologie, mais que cela doit évidemment être médicalement accompagné. Bon. Et ce sont des commissions pluridisciplinaires qui se réunissent en général. Donc, il y a des endroits ce qui m'intéresse, c'est de savoir si ça va arriver. Dans l'essentiel des cas, ce sont des transitions sociales. Il y a beaucoup de jeunes qui veulent changer de genre, qui se limitent à changer de prénom, changer de sexe sur le papier, administrativement. Ce qui m'intéresse, c'est de savoir si... parce que ça a dû un coup quand même, à un moment où la sécurité sociale, en plus, si tout le monde se met à 16 ans à vouloir... Ce sont des procédures... C'est ça, ce sont des opérations lourdes et chères. 40 000 euros. Mais moi, ce qui m'interpelle aussi, c'est toutes ces associations qui sont aidées par l'État avec nos deniers, comme par exemple le planning familial, qui aujourd'hui a complètement dévié de ses missions premières et qui, justement, endoctrine, font une propagande. Vous avez vu l'affiche où un homme est enceinte. Non, un homme ne peut pas être enceinte, c'est pas possible. Bon, la politique, on va voir une première réaction. On sait qu'elle est très... en pointe sur tous ces sujets, Marion Maréchal, qui tweet ceci aujourd'hui, alerte, alors avec plein de, d'émoticônes et de panneaux de signalisation. La haute autorité demande la prise en charge intégrale des frais médicaux pour les mineurs qui voudraient changer de sexe, alors que le gouvernement s'apprête à dérembourser les médicaments. Elle n'a pas tort. La haute autorité de la santé, qui coûte 72 millions d'euros aux contribuables, réclame donc la gratuité de la mutilation génitale sous prétexte de changement de sexe, la déchéance de l'autorité parentale pour les parents qui s'y opposeraient. Ah là, ça va loin quand même. Enfin, on n'y est pas, hein, je vous le dis. C'est un projet de recommandation. Mais alors, qui valide ça? L'autorité qui le valide derrière? C'est ça qu'il faut se demander. Cette autorité, c'est une institution publique. Donc, encore une fois, elle est payée par nos deniers. Qu'elle s'autorise notamment à faire cette proposition et notamment d'exclure les parents, moi je trouve ça très grave et même, je dirais, effrayant. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, plus ça va, plus on va nous empêcher d'être parents, enfin d'avoir cette autorité sur nos enfants. Incroyable. Vous voyez, l'échéance de l'autorité parentale. Mais voilà. Ça va à l'encontre, par contre, totalement, justement, il y avait une mission qui avait été faite par le Sénat il y a quelques mois, qui va à l'encontre de ça, puisque les sénateurs avaient justement conclu à la nécessité de mettre un moratoire et de faire en sorte qu'il ne puisse pas y avoir d'opération avant 18 ans. Et puis d'ailleurs, c'est selon moi, d'ailleurs, je voudrais rebondir là-dessus, mais contraire à la loi, puisque quand les gens se marient, il y a notamment des dispositions sur l'accompagnement psychologique des enfants, et les parents se doivent, selon la loi, d'accompagner leurs enfants avant émancipation ou majorité dans leur santé psychologique, morale et affective. Donc cela pourrait aussi être complètement... Thomas, est-ce qu'il y a d'autres réactions politiques? C'est de David Lisnard également, qui, comme Marion Maréchal, demande simplement la suppression de la haute autorité de santé, qui estime-t-il, coûte de l'argent aux contribuables pour finalement des annonces, des recommandations qui vont dans un sens qui et qui vont coûter encore plus d'argent. Qui vont en plus qui pourraient potentiellement, si elles étaient suivies, coûter de l'argent effectivement. Ce que je vous disais aussi tout à l'heure, pour finir sur ce sujet, c'est que les autres pays européens en reviennent. Vous avez donné le cas de l'Angleterre, c'est tout à fait vrai, mais d'autres pays aussi qui ont décidé d'arrêter ce genre de prise en charge financière pour un pays dont on rappelle que les finances sont quand même pas au beau fixe. Il y avait peut-être d'autres priorités sur la table que des opérations aussi lourdes. En tout cas à 16 ans. C'est ça qui choque, c'est ça. Mais il y a un militantisme de la part des associations. C'est une lutte idéologique aussi. Donc, montrer qu'on puisse changer de sexe, que la théorie de genre existe, et qu'il y a une volonté vraiment d'imposer le fait que la biologie ne règle pas tout et n'explique pas tout. Et effectivement, en fait, le vrai danger, c'est qu'en essayant justement de banaliser ça,
on fait plus les bons diagnostics et on est en train de créer un nouveau problème sanitaire dans quelques années, parce que tous ceux qui effectivement vont suivre des traitements hormonaux alors qu'ils n'en avaient pas besoin, ou vont regretter, comme il y en a de plus en plus, il y a des associations aujourd'hui qui existent, ce qu'on appelle nous les détrans, de gens qui ont fait les transitions et qui le regrettent 3-4 ans après. Ce qui est intéressant aussi qu'on monte dans la note, parce que c'est souvent l'argument que nous donnent les associations, c'est en nous disant il faut faire ça parce qu'autrement ce sont des jeunes qui ont un taux de suicide beaucoup plus important. Mais... On s'aperçoit dans la note que le taux de suicide augmente l'année après la transition. C'est ce qui a été montré par les Suédois sur l'ensemble de la cohorte. Donc c'est un projet mortifère, quoi. Donc en réalité, ça ne solutionne pas, parce que ça solutionne quand on répond correctement, si c'est vraiment une dysphorie de genre, s'il y a un vrai problème, mais c'est très minoritaire. Parce que quand on donne un traitement comme ça qui ne correspond pas, eh bien, qu'est-ce qui se passe? C'est qu'il y a un jeune qui est vraiment en souffrance, qui pense que cette souffrance vient de là, il fait la transition, il prend des hormones. Quand il s'aperçoit que après la transition, il va toujours aussi mal, eh ben, c'est le drame. Et en plus, ce traitement est extrêmement lourd et c'est à vie. Moi, j'ai une question quand même. Que pense le corps médical de ça? Parce que, après, in fine, dans la salle d'opération, c'est le médecin aussi et sa conscience. Est-ce que les médecins, est-ce que les chirurgiens sont tous en phase, ou là aussi c'est une minorité de chirurgiens qui vont. Parce qu'ils peuvent exercer leur droit de retrait? Enfin, je ne sais pas comment on appelle ça. Alors, ils sont, tout de même, c'est des spécialistes. N'importe quel médecin ou chirurgien ne fait pas ça. Donc, c'est des médecins spécialistes. Et effectivement, dans la note qu'on a fait, on a pris les témoignages que de médecins qui font des transitions et qui eux-mêmes disent. Même qui sont convaincus. Mais qui eux-mêmes disent. On fait des transitions parce que pour certains cas c'est nécessaire, mais chez les mineurs et avec tous les nouveaux cas, c'est pas nécessaire. Donc eux-mêmes demandent des moratoires pour les plus grands spécialistes, notamment des Suédois qui avaient été en pointe sur cela, disent aujourd'hui on est allé trop loin, et c'est pas des militants anti-transition, ce sont des chirurgiens qui pratiquaient des transitions et qui disent aujourd'hui faisons attention. Donc c'est très dommage que la France prenne pas ce message, toujours à la remorque de l'Europe et qui ne veut pas regarder ce qui se passe ailleurs. On avait fait une grande enquête sur les transitions et justement ceux qui voulaient revenir, les détransitions. Et on s'est aperçu, c'est que les associations qui sont très militantes prennent en charge les adolescents ou les jeunes et les dirigent vers des médecins dont ils savent très bien, bien sûr. Qu'ils sont, ils vont les. Enfin bon, si vous avez une explosion du nombre d'interventions, il va falloir peut-être un peu plus de médecins pour y procéder. Et Dora Mouton en parlent dans Transmania. Ils expliquent cette prise en charge par ce lobby qui fait. Vous êtes enveloppé et épaulé du chaperonné du début à la fin.